Les vraies voix, Frédéric Brindel. 17h31, c'est parti pour le premier débat. Vous les entendez, les vraies voix, ça rigole parce que on a parlé un peu de séduction en politique, ça existe aussi et ça fait partie du jeu. Donc beaucoup de débats autour de cela. Alors un débat maintenant, on va dire un petit peu plus cadré, même si la notion de séduction doit jouer puisqu'on est dans le commerce, mais quand même. Les entreprises françaises doivent-elles abandonner leur marché en Russie ? C'est un gros souci. Actuellement, il y a des enjeux considérables. Les entreprises françaises sont les premier employeur étranger en Russie, 160 000 salariés sont concernés, 1200 entreprises françaises en Russie. C'est dire. Nous recevons Michel Noiry, fondateur du cabinet de conseil Auriga, spécialiste des investissements internationaux. Bonsoir Michel Noiry. Bonsoir. Bon, on l'a dit, ce n'est pas évident, il y a des enjeux énormes. Vous allez décrypter tout cela avec nos vraies voix qui sont, je le rappelle ce soir, Philippe Bilger, Lydia Guirous et Tom Conan. Mais avant, je voudrais vous faire écouter cette déclaration qui a fait polémique, venue d'un candidat à l'élection présidentielle, Yannick Jadot pour Europe Écologie Les Verts. Total, c'est parfaitement les crimes de guerre qui sont perpétrés en Ukraine. Total, c'est parfaitement que par ses activités, il contribue à financer des groupes très liés à cette guerre, et donc ça s'appelle une complicité de crimes de guerre. Complicité de crimes de guerre, évidemment, il y a une action en diffamation qui a été lancée par Total. D'ailleurs, avant de vous donner la parole, Michel Noiry, je veux poser la question à Philippe Bilger, qui est, rappelons-le, magistrat honoraire. Cher Philippe, c'est une plainte qui peut aboutir à quoi ? Il est clair, en tout cas, sans vouloir m'avancer plus avant, dans le byzantinisme intellectuel qu'est le droit de la presse, que c'est diffamatoire. Dire d'une société et de son dirigeant qu'il est complice de crimes de guerre, il est évident que devant n'importe quel tribunal spécialisé en matière de presse, ce serait perçu comme une diffamation. Alors, il resterait au prévenu à démontrer ou bien sa bonne foi ou la preuve de la vérité. Mais on n'en est pas là. Mais j'attends peut-être, mon cher Frédéric, que notre invité ait donné son point de vue pour développer un peu plus longuement ce que je pense là-dessus. Nous y sommes, justement. Et prenons le cas de Total, puisqu'on commence par cela. Le PDG de Total Énergie, Patrick Pouyanné, a déclaré « On ne peut pas renoncer au gaz russe ». C'est un contrat sur 25 ans. Donc déjà, il faut bien avoir ça en tête. En revanche, Total renonce à tout achat de pétrole. Ça dit quoi à la fois ce cas personnel, mais qui doit être un petit peu révélateur de toute une problématique générale, Michel Noiry? Oui, je vais essayer d'être simple et synthétique. Il faut bien comprendre qu'il y a les déclarations et puis il y a la réalité. Les entreprises, elles doivent faire avec des investissements, des salariés, une présence dans le pays. Et c'est loin d'être simple. On peut toujours dire et faire des effets de manche comme certains candidats. Après, il y a la réalité. En fait, il y a deux types de situations. Il y a de nombreuses entreprises qui sont, entre guillemets, exportatrices. C'est-à-dire qu'elles distribuent leurs produits en Russie, soit directement avec une petite structure de distribution qui est relativement légère, soit au travers d'aucune structure, au moyen d'agents commerciaux. Dans ce cas-là, quitter la Russie, c'est déjà beaucoup, parce que ça veut dire abandonner le chiffre d'affaires et la marge qu'on fait là-bas, mais c'est possible. Tout ce qu'on peut perdre, c'est peut-être un stock qui est sur place, c'est se couper en bras, comme on dit, mais la Russie n'est pas le premier marché, le premier débouché de l'économie française. Donc c'est techniquement possible. Dans le cas des entreprises industrielles, typiquement Total, mais d'autres, ou des grands de la distribution, vous allez peut-être citer plus tard, oui. Les investissements sont colossaux. Oui, c'est le cas de Renault, notamment. Mais bien sûr.
Qu'est-ce que ça veut dire des investissements pour une société? Ça veut dire avoir créé des filiales dans un autre pays. Ces filiales, on les a créées, soit on les possède à 100%, soit elles sont détenues avec d'autres actionnaires, quelquefois des actionnaires locaux. Ces filiales, ce sont des entreprises de droit russe, en l'occurrence. Elles obéissent à la réglementation locale et elles doivent s'y conformer. Alors dire il faut arrêter, oui, mais ça c'est pas possible. Oui. On y est depuis des années, on y a investi massivement. Au-delà de l'argent, il y a des dizaines, des centaines de personnes qui ont travaillé dur pendant des décennies pour constituer ces positions. On peut être impressionné par les positions de l'économie française en Russie et on ne peut pas faire une croix là-dessus du jour au lendemain, même si on le veut. Alors, par exemple, le cas de Renault est intéressant. Donc, Renault officiellement suspend son activité industrielle en Russie. Il faut dire que l'État est actionnaire à hauteur de 15% de Renault. Mais par exemple, Renault est actionnaire principal de l'entreprise Autovas, la marque Lada. Oui, et là, on ne peut pas rompre sans une vente. Ça veut dire que... oui, parce qu'Autovas, c'est une société de droit russe qui a ses fournisseurs, ses salariés et ses clients majoritairement en Russie. Alors, l'actionnaire Renault, c'est sûr qu'il doit avoir un rôle très important dans la direction de ces entreprises, mais tout ce qu'il peut faire au mieux, c'est s'abstenir de diriger. Voilà. Après, il peut essayer de vendre sa participation dans Autovas, mais je ne sais même pas si c'est possible du jour au lendemain. En fait, non, parce que les transactions financières avec la Russie sont interdites. Donc, au bout du compte, pour Renault, ça, ce n'est pas possible, et pour le reste, c'est un crève-cœur. C'est une perte de 2,5 milliards d'euros. Nos vraies voix... Ça veut dire 2,5 milliards de pertes comptabilisées instantanément dans les comptes de Renault. Alors, les résultats du groupe, c'est pas cela. Michel Noiry, Noiry, restez bien avec nous. On va solliciter maintenant nos vraies voix, mais j'aimerais aussi vous faire part de cet extrait qui a été repris. C'était sur Internet, ça a été traduit par nos confrères de BFM. C'est en fait un député ukrainien qui est devant un magasin Leroy Merlin qui a été détruit à Kiev et il s'exprime. Écoutez-le. Voici ce que fait le pays où vous travaillez et les impôts que vous payez là-bas vont servir à fabriquer des missiles qui aboutiront à cela. Leroy Merlin, vous acceptez ça ? Alors ça, Philippe Bilger, c'est autre chose, parce qu'on est là sur de la pression sur ce qu'appelait Volodymyr Zelensky les valeurs, plus que les profits. Et là, ça peut être terrible pour une entreprise qui a une contre-publicité terrible. Oui, alors je peux comprendre la réaction de certains Ukrainiens, mais moi-même, sans vous faire entrer dans des états d'âme qui n'auraient pas d'intérêt, mon premier mouvement a été de dire mais ces entreprises françaises font passer en effet les profits avant les valeurs. Et puis après, notamment pour Leroy Merlin, dont l'argumentation est tout sauf sotte, je me suis dit qu'elles avaient peut-être une forme de courage en rappelant que les gens qui travaillaient pour elles en Russie n'étaient pas responsables de la guerre odieuse menée sous l'égide de ce dictateur et qu'au fond on ne pouvait pas les considérer, ces sociétés, comme complices de l'invasion. Et peut-être aujourd'hui serait sur la ligne de Michel Noiry qui semble être partisan du maintien de ces sociétés pour des raisons tout à fait valables. Je pense qu'il est utile, après un emballement initial, de bien distinguer la cause odieuse initiée par Poutine d'une communauté russe qui n'est pas coupable forcément à cause de lui. Je redonne la parole dans un instant à Michel Noiry, mais l'avis quand même de Lydia Guirous. Il faut appeler un chat un chat. Évidemment, l'argument, c'est de dire que ça va créer un désastre social en Russie. Mais c'est le but du jeu à travers ces mesures. C'est, on va dire, d'assécher le peuple russe pour qu'il se révolte contre son chef d'État.
Ça semble facile dit comme ça, mais oui, je pose juste une question. Je pense que les sanctions économiques, financières contre la Russie et notamment contre les oligarques sont très sévères et doivent être renforcées puisque ce sont ceux qui sont au cœur du pouvoir qui vont être touchés. Mais encore une fois, les Russes subissent la décision de leur dirigeant et de Vladimir Poutine qui a décidé de mener l'offensive et de lancer une guerre contre l'Ukraine. Ils subissent et ils ne sont pas responsables. Et je crois que les entreprises françaises, c'est près de 200 000 emplois, donc 200 000 familles qui vont être touchées, qui peuvent se retrouver au chômage avec un désastre social derrière. Moi, je distingue vraiment les dirigeants et ce peuple qui subit ces dirigeants. Est-ce que le fait de les mettre au chômage et dans une grande détresse va les pousser? On parle de classe populaire, de petite classe moyenne, est-ce que ça va les pousser à se révolter contre leurs dirigeants? J'en suis pas véritablement certaine. Il y a quand même une propagande qui est très importante et une répression extrêmement importante. Si révolution il doit y avoir, ça doit être par les oligarques, par ceux qui sont au pouvoir, qui doivent se retourner contre Vladimir Poutine. C'est sur eux qu'il faut mettre la pression et nos espoirs. C'est votre point de vue, effectivement. Alors, oui, Lydia, il y a la création, plus tard, bien sûr, on va répartir, mais vous êtes là, surtout vous ne partez pas. Et il y a la création de ce collectif Boycott Russia. Donc, Michel Noiry, vous venez d'entendre Lydia, vous venez d'entendre Philippe. Est-ce que finalement, ça peut jouer aussi le fait d'une contre-publicité? Est-ce que c'est vraiment tant efficace que cela d'aller attaquer les entreprises? Une contre-publicité pour les entreprises françaises en France, indiscutablement. Les annonces, la déclaration du député ou du ministre ukrainien, ça pèse. Et c'est loin d'être indifférent. Et il ne s'agit pas de pousser les entreprises françaises à se montrer déloyales, mais il faut être un petit peu sérieux et raisonnable. Ces entreprises sont engagées dans ces pays parce que elles sont engagées en Russie, mais on cite Leroy Merlin qui est engagé en Ukraine aussi. Est-ce qu'elles doivent tout fermer? Je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure, c'est techniquement à la limite de l'impossible. Et extrêmement dommageable au plan financier. Quant à l'efficacité politique, peut-être, mais alors sûrement pas à court et moyen terme. Bon, Tom Conan a son avis là-dessus. Vous faites quoi? Alors bon, moi déjà je pense quand même que les déclarations des politiques qu'on a mentionnées tout à l'heure sont quand même un petit peu légères. Je pense que beaucoup d'entre eux d'ailleurs, enfin ça m'étonnerait pas, ont pas beaucoup d'expérience dans l'entreprise, quelle que soit l'entreprise d'ailleurs. Parlez de Yannick Jadot par exemple. Non, pas lui, enfin pas spécialement. Je veux dire, j'aime plutôt bien Yannick Jadot, mais effectivement je connais pas son CV particulièrement. Après c'est pas une raison en soi, hein. Mais il y a quand même toujours cette tendance en France, notamment le personnalité politique, d'avoir voilà des visions comme ça assez général, un peu comme un philosophe on pourrait être, ou un écrivain sur un sujet donné, sans être confronté au problème directement. Je pense que les entreprises, elles ont quand même leur rôle, elles ont leur utilité. On peut quand même aussi, alors là on a parlé de différentes boîtes, Leroy Merlin, etc., avec des objets assez différents, mais s'agissant des hydrocarbures, donc gaz et pétrole, on en a quand même besoin. Je pense quasiment tout le monde, autant Leroy Merlin, peut-être qu'on peut s'en passer, j'en sais rien, peut-être pas, hein. J'ai rien contre cette entreprise. Je vois que vous ne faites pas du bricolage chez vous. Si ça m'est arrivé, figurez-vous, même si je suis pas bon du tout, mais j'ai déjà allé dans ce genre de boutique. Mais bon voilà, on a besoin d'hydrocarbures, donc on peut pas d'un côté ne pas avoir suffisamment d'alternatives et de l'autre côté taper sur Total comme ça à bras raccourcis, c'est un peu facile. Je pense quand même, enfin, ou en tout cas on peut le faire, mais c'est plus pour se faire plaisir intellectuellement ou pour se faire mousser, ce qui me semble être une position assez stupide. En revanche, il est vrai qu'il doit y avoir une sortie progressive, parce que vu l'intervention, la violence inouïe de l'intervention en Ukraine, et les velléités qui pourraient se positionner sur d'autres pays, on pense par exemple à la Pologne, aux pays baltes, etc. éventuellement, c'est sûr que ce désengagement doit être progressif et acté dans ce sens-là. Et Total, le fait que effectivement il renonce sous la pression comment dire, pour le volet gaz d'ici fin 2022. Oui. Là c'est parce qu'il y a un contrat, et il y a aussi des besoins. Voilà, ouais. Ça semble tout à fait pertinent. Après voilà, cet engagement progressif, il doit aussi être accompagné par l'État. C'est pas les entreprises
en elles-mêmes qui peuvent effectivement assumer la totalité du risque lorsqu'elles ont été poussées depuis des années, des décennies, effectivement, à conquérir des positions sur ces mêmes pays. Donc attention quand même aux oppositions à l'emporte-pièce. Voilà, c'est très bien d'avoir des positions de principe, mais à un moment donné, demain, le président ou la présidente, elle n'aura pas des positions de principe. Elle aura une Michel Noiry va aller dans votre sens, Tom, c'est clair. Et qu'est-ce qu'on sait des 400 entreprises étrangères qui ont déjà quitté le marché russe? Est-ce qu'elles ont fait un retour? Alors vous me direz, il y a un mois de conflit seulement, mais est-ce qu'il y a déjà un retour? Non, à ma connaissance, il n'y a pas grand-chose. Je ne sais pas vraiment dans quelle mesure c'est pas aussi beaucoup des effets d'annonce. Comme je le disais, pour certaines, c'est relativement facile et c'est peu dommageable de dire qu'on quitte le marché russe parce que c'est sans conséquences très lourdes. Et donc là, pour le coup, ce sont des effets d'annonce très positifs. Pour les autres, je demande à voir dans le temps. Est-ce que les vraies voix ont une question pour Michel Noiry? Philippe Bilger, peut-être, non? Peut-être, Michel Noiry, j'ai parfaitement compris votre argumentation et je la trouve pertinente, mais à votre avis, si on désirait placer au premier plan l'éthique, c'est-à-dire une volonté politique, quand on est commerçant, de s'opposer à un dictateur, quelle serait, à votre avis, la meilleure mesure de sanction et de rétorsion? Michel Noiry. Mais voilà, c'est dur, hein. Après, voilà. Non, mais moi je pensais quand même à un point, quelques juste souvenirs, mais après Philippe Bilger aura beaucoup plus de compétences en la matière que moi. Et Michel Noiry répondra. Mais il y a ce qu'on appelle un ordre public international. Il y a un ordre public en droit français par exemple, et un ordre public international, même si évidemment il n'a pas la même force, puisqu'après l'exécution de cet ordre public, lorsqu'il est violé, c'est plus compliqué. Ça ressort des différentes souverainetés étatiques. Mais là, par exemple, dans des hypothèses comme ça de guerre qui n'étaient pas prévues, en plus extrêmement violentes, condamnées par évidemment tout le monde, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas des arguments comme la force majeure? Alors c'est un concept de droit français, cette question, mais en droit russe, il y a peut-être un équivalent qui pourrait permettre justement de sortir de positions contractuelles. Réponse. Mais oui, on peut sortir de positions contractuelles, dans le cadre de la loi ou pas. Mais la force majeure, c'est quand même quelque chose qui donne une force qui normalement n'est pas permise par le contrat, justement. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, ça ne changera rien aux conséquences. Je ne parle pas de conséquences économiques parce qu'elles ne sont pas énormes, mais les conséquences comptables et financières sont gigantesques. C'est un véritable tsunami. Ça voudrait dire que pour que ça se produise, il faudrait que, je rejoins ce que disait une des personnes qui a parlé précédemment, il faudrait qu'il y ait des mesures d'accompagnement de l'État là-dessus. Parce qu'on ne peut pas, après avoir poussé des centaines, des milliers d'entreprises à investir massivement dans un pays, les pousser à sortir dans le plus grand désordre à toute vitesse et les laisser supporter les pertes. Ouais, bien sûr. Sinon, surtout qu'elles peuvent avoir des conséquences en France et pour l'emploi en France. Effectivement, Lydia Guirous. Pas directement. Non, indirectement, parce que si les groupes sont impactés. Bon, écoutez, en tout cas, Michel Noiry, fondateur du cabinet de conseil Auriga, spécialiste des investissements internationaux. Merci de nous avoir éclairés. Les vraies voix ont aussi donné leur avis, vous l'avez compris, rien n'est simple à cette question. Les entreprises françaises doivent-elles abandonner leur marché en Russie? Vous avez voté, je vous donne le résultat dans un instant de votre vote.